Dis-moi quelle nouvelle as-tu de Santiago? J'ai lu dans le journal que ce n'était pas beau. Neruda dans les rues, j'ai entendu ton chant. En ce jour du 11 septembre 1973, Pablo s'est réveillé tranquillement. La mer, comme toujours, était là, battant les rochers avec force. Rien ne laissait présager que ce jour marquerait pour nous la fin, la mort d'une façon de vivre. Nous allumâmes la radio, alors tout changea. Les nouvelles étaient alarmantes. Salvador Allende prononçait son discours d'adieu au peuple chilien. « C'est la fin », me dit Pablo dans un profond découragement. Des coups de fil de l'étranger me demandaient si Pablo était bien vivant. Je leur répondais « oui ». Mais en fait, je me trompais. Pablo, à ce moment-là, était déjà mort, brisé de l'intérieur. Je suis né le 12 juillet 1904 dans le sud du Chili à Temuco. Je suis né à la vie, à la terre, à la poésie et à la pluie. Un mois après ma naissance, ma mère cessait de vivre, épuisée par la tuberculose. La vie était dure pour les petits agriculteurs. Mon grand-père avait peu de terre et beaucoup d'enfants. Mon père conduisait le train. La poésie est force, tendresse, joie et nature véritable. J'ai consacré mon premier poème à la femme qui m'a élevé et dont l'ombre a protégé toute mon enfance. Je l'ai montré à mon père, qui me l'a pris discrètement, l'a lu, me l'a restitué en me disant « D'où l'as-tu copié ?» Oh, quelle est belle la langue dont nous avons hérité des Espagnols. Ils emportèrent l'or et nous laissèrent l'or. Ils emportèrent tout et nous laissèrent tout. Ils nous laissèrent les mots. J'aime tant les mots inattendus. Je les attrape au vol, je les retiens, je les nettoie, je les décortique. Il est des mots que je poursuis. Les mots, je les agite. Je les bois, je les triture, je les mets sur leur 31, je les libère. Un peu plus tard, j'écrivis les 20 poèmes. Ils sont la romance de Santiago, avec ses rues estudiantines, son université, son parfum de chèvrefeuille et d'amour partagé. Par un miracle que je ne comprends pas, ce livre tourmenté a montré le chemin du bonheur à beaucoup d'êtres humains. Je me dis, pour son œuvre, à quel autre destin peut prétendre le poète ? À Santiago, nous les étudiants, nous appuyions les revendications populaires. Et nous étions matraqués par la police. La répression qui s'ensuivit animait tragiquement la vie nationale. C'est à partir de ce moment-là que la politique se mêla à ma poésie et à ma vie. Il n'était pas possible de fermer la porte à la rue dans mes poèmes. De même qu'il n'était pas possible non plus de fermer la porte à l'amour, à la vie, à la joie ou à la tristesse dans mon cœur de jeune poète. En 1927, j'entre au service diplomatique. Je deviens consul à Rangon, à Colombo, à Calcutta et à Buenos Aires. J'avais du mal à comprendre pourquoi le Chili avait tant de consulats par le monde.
À partir de 1935, je suis nommé consul à Madrid. Après l'assassinat de Federico García Lorca, je me fais l'avocat de la République espagnole. Un jour, un journaliste me demande « Dans votre ode à García Lorca, vous dites que grâce à lui, on peint en bleu les hôpitaux. Pourquoi ?» Je répondis « Écoutez, la poésie n'est pas une matière statique, mais un courant fluide qui, très souvent, s'échappe des mains du propre créateur. Sa matière première est faite d'éléments à la fois réels et irréels, de choses qui existent et n'existent pas. Je vais toutefois essayer de vous répondre. Pour moi, le bleu est la plus belle des couleurs. Il sous-entend un espace humanisé. Il évoque pour moi la voûte céleste. Il est tourné vers la liberté et la joie. Rapidement, je suis révoqué comme consul et j'écris alors L'Espagne au cœur, que je publie en 1937. Le Chili change alors de gouvernement. Ce gouvernement de Front populaire décide de m'envoyer en France pour accomplir la mission la plus noble que j'ai jamais exercée, arracher les Espagnols à leur prison et leur offrir l'hospitalité de ma patrie. Les deux garçons de Maria n'étaient pas dans le même camp, n'étaient pas du même combat. L'un était rouge et l'autre blanc. Qui des deux tira le premier? Le jour où les fusils parlèrent. Et lequel des deux s'est tué sur le corps tout chaud de son frère? De retour au Chili en 1940, je suis nommé consul général au Mexique. Le Mexique n'est pas dans les chansons, pas dans les films ni dans les cavaliers moustachus bardés de pistolets. Il est dans ses marchés avec ses châles, avec ses pots et ses cruches. Les métiers à tisser montrent l'étonnant pouvoir des doigts mexicains, féconds, éternels. Le Mexique est un champ d'agave bleu acier, la peinture du grand muraliste Diego Rivera qui avait le génie de l'invention. Tout cela influence l'écriture du chant général, où je tente de faire sentir toute la beauté du monde. J'aime la vie et le monde. J'étais fasciné par Valparaiso. La ville ouvre ses portes à la mer sans fin, aux cris de la rue et aux yeux des enfants. Les escaliers partent d'en bas et d'en haut et se tortillent en grimpant. Ils s'effilent, marquent une pause, se font verticaux, ont le vertige, se précipitent, s'allongent, reculent. Ils n'en finissent jamais. De ma maison, c'était comme si j'étais suspendu dans l'air. Je voyais Valparaiso sans que l'on me cache la vue. Je voyais entrer et sortir les bateaux dans le port. Avec le temps, les maisons se firent couleur. En elles se marièrent l'amarante et le jaune, le cobalt et le carmin, le vert et le pourpre. Moi, je profite de Valparaiso et de son immensité intime. En 1945, je suis élu sénateur des provinces minières du nord du Chili. Ce sera toujours ma fierté d'avoir été choisi par des milliers de travailleurs de la région la plus pauvre du Chili, la grande région minière du cuivre et du salpêtre. Ce sont des hommes au visage brûlé. Toute leur expression de solitude et d'abandon est déposée dans l'intensité sombre de leurs yeux. Entrer dans chaque maison pauvre,
Se sentir dépositaire des espoirs de l'homme isolé n'est pas une petite responsabilité. Pourtant, ma poésie ouvrit le chemin de la communication, et je pus aller et venir et être reçu comme un frère par mes compatriotes à la vie si pénible. Dans ma chambre défilaient du matin au soir des femmes et des hommes venus se plaindre de leurs conditions de travail ou m'entretenir de conflits plus ou moins intimes. Lève-toi. Toi, lève-toi. Mais avec moi, lève-toi. Et sortons unis pour lutter corps à corps contre le système qui génère la faim, contre l'organisation de la misère. La même année, le 15 juillet, j'adhérai au Parti communiste. Mes discours se firent violents et la salle du Sénat était toujours pleine pour m'écouter. Mais les persécutions du président de la République, Gabriel González Videla, m'obligèrent à rentrer dans la clandestinité. Alors que je dois changer de domicile presque tous les jours, je finis par fuir mon pays. Et ensuite, c'est tellement long de raconter les choses. Quand mon ami Paul Éluard est mort, j'ai eu beaucoup de mal et beaucoup de chagrin. Paul, mon frère, je me penche sur tes yeux fermés, dont je continuerai à recevoir la lumière et la grandeur, la simplicité et la droiture, la bonté et le naturel que tu as implanté sur la terre. Certains croient voir en moi un poète surréaliste, d'autres un poète réaliste, et d'autres encore ne me croient pas poète du tout. Tous ont un peu raison, et tous ont un peu tort. Nous devons exiger du poète qu'il soit dans la rue et au combat, mais nous devons en même temps lui accorder le droit à la lumière et à l'ombre. Quand je commençais mon chant général, il me fallut un endroit pour travailler. Je découvris un endroit ignoré de tous, qui s'appelle l'île Noire. Le propriétaire, un capitaine de vaisseau, voulut bien me la vendre. La côte sauvage, avec son tumultueux mouvement océanique, me permit de me livrer avec passion à l'écriture de mon nouveau chant. Je ne me lasse pas de regarder la vue sur la mer, la plage, le ciel se fondent en accolade parfaite. J'aime cette maison pour tous ces objets simples, sans grande valeur matérielle, mais avec une grande valeur sentimentale. Comme ce petit bureau qui se trouvait chez un habitant de Temuco, voisin de mes parents, et qui m'en fit cadeau le jour de mes 70 ans. J'ai réuni chez moi des jouets petits et grands, sans lesquels je ne pourrais vivre. L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne joue pas a perdu à jamais l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup. J'ai construit ma maison comme un jouet et j'y joue du matin au soir. On me reproche ma maison. Je l'ai achetée dans un endroit désertique où il n'y avait ni eau potable ni électricité. Grâce à mes livres, je l'ai aménagée et agrandie. J'ai installé les statues de bois que j'aime, des figures de proue de vieux bateaux qui ont trouvé chez moi l'asile, le repos, après de longs voyages. À la maison, des amis venaient déjeuner ou dîner. J'étais heureux quand j'avais mes amis à ma table.
Ami, arrête-toi aujourd'hui à ma table. Devant un verre de bière, nous parlerons ensemble de ma vie, de ta vie et de la vie qu'on vit. Ami, arrête-toi à ma table aujourd'hui. En 1970, sous le gouvernement socialiste du président Allende, je suis nommé ambassadeur du Chili en France. Le 21 octobre 1971, je reçois le prix Nobel de littérature. En 1972, je prononce devant le Pen Club International un discours où je dénonce le blocus américain contre le Chili. Malade, je m'interroge sur ma vie et sur mon œuvre poétique. Je renonce à mon poste d'ambassadeur et je quitte la France le 20 novembre 1972. Je rentre au Chili avec Mathilde Urrutia. Mon peuple m'accueille triomphalement à Santiago. Les années passent, on s'use, on s'épanouit, on souffre, on jouit. Je veux évoquer ma rencontre avec Mathilde Urrutia. Notre amour terrible nous enchaîna. Ce fut comme une grande tempête. Nous avons secoué l'arbre de vie jusqu'à ses racines les plus profondes. Et maintenant, tu apparais chantant dans le feuillage, jusque dans les branches les plus hautes, qu'ensemble nous atteignions. Elle m'a apporté, avec ses pieds, ses mains, ses yeux, sa voix, toutes les racines, toutes les fleurs, tous les fruits parfumés du bonheur. Bien que cela n'intéresse personne, je veux préciser que nous sommes heureux. Nous avons besoin de quelqu'un pour regarder la vie, pour participer à tous les moments de la vie. Les militaires faisaient régner la terreur. J'appris que notre maison de Santiago avait été saccagée et inondée. Je cachai la nouvelle à Pablo. Pablo se refusa à l'offre de l'ambassadeur du Mexique de partir et de s'exiler. Son état de santé se détériorait. Je dus le faire hospitaliser à la clinique de Santiago. Le 23 septembre 1973, j'attendais que Pablo se réveille. Je m'approche, il était mort. Tout s'en ira, le soir, le soleil, la vie. Ce sera le triomphe du mal, l'irréparable. Toi seul resteras inséparable, sœur de ce crépuscule de ma vie. Après la mise en bière, quelqu'un me demanda où l'on devait transporter le cercueil. Je décidai de le conduire dans notre maison de Santiago, la Chascona, dévastée, et qui, il y a encore quelques jours, était une maison gaie et fleurie. Pour l'enterrement, les gens arrivèrent, certains pleuraient, me donnaient l'accolade et me disaient des choses que je n'entendais pas. Sur le trajet vers le cimetière, de toutes les rues sortaient des gens pour s'unir au cortège et dire adieu à leur poète. En même temps, arriva une quantité impressionnante de militaires, de policiers pointant leurs mitraillettes. Quel déploiement de force pour un homme le plus pacifique de la terre! Ils voulaient nous faire peur. Les gens, dont le regard était plein de douleur et de colère, commencèrent à exprimer leurs cris de révolte et de liberté. Semblait luire sur le pavé à cette heure-ci, bien loin d'ici, ton train arrive sur l'autre rive, celle de l'oubli. J'achèterai 1000 guitares pour
voir jouer nuit et jour. Ton souffle, ce sera ma voix, et mes mains, ce seront tes mains, compagnero. Mille guitares, 6000 cordes, il faudra bien que l'on m'écoute. Je redirai 1000 fois Mole Mordus à Santiago, compagnero. Quand tu te lèves en battant la mesure, tes mains ne sont déjà plus mains, mais ton combat ne crains pas la blessure. Quand tu entonnes l'hymne chilien, compagnero. Et chaque jour, j'écrirai ma chanson